Merci beaucoup, merci à Vincent Ducret et au Hub de m'accueillir cette année encore en tant que présidente de France Logistique. Alors, la mobilité des marchandises, c'est un sujet moins connu, moins souvent traité, aussi bien par les élus, je salue tous ceux qui sont là, aussi par les académiques, les chercheurs, etc. De quoi s'agit-il, la mobilité des marchandises? Eh bien, finalement, c'est l'approvisionnement. L'approvisionnement de quoi? D'abord les usines, les chantiers, les services publics, hôpitaux, cantines, etc., les magasins, dont Isabelle Coville a largement parlé, l'hôtellerie-restauration, et puis finalement, chacun d'entre nous. Bon. Les principaux clients de la logistique en France, c'est d'abord l'agriculture et l'agroalimentaire. C'est ensuite les chantiers, avec évidemment des flux différents et beaucoup plus nombreux lorsque l'on parle de rénovation et de restructuration plutôt que de construction neuve. C'est l'industrie. Et donc avec des flux croissants lorsqu'on parle de réindustrialisation, comme on en a parlé tout à l'heure à propos de Chalon. C'est le commerce et puis je dirais le divers. Mais bon, c'est pas forcément ce à quoi on pense en premier. Hein. Souvent, on se dit la logistique, c'est le e-commerce, n'est-ce pas, monsieur le maire de Saint-Cloud? Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est les ports, les usines, en amont, en aval et tout ce que j'ai indiqué. La stratégie logistique nationale qui a été adoptée d'accord parti entre le gouvernement et le secteur privé que je représente a deux objectifs. La compétitivité de la logistique française. Bon, quand on pense à nos ports, c'est quand même assez attristant. Hein, quand on pense au fait que beaucoup d'entrepôts vont s'installer dans les pays voisins, c'est attristant aussi, à la fois du point de vue économique et puis évidemment du point de vue écologique, parce que tout ça, ça veut dire plus de transport et souvent de transport carboné. Et puis, deuxième objectif de la stratégie, justement la décarbonation. Avant d'en donner les trois pistes principales, je voudrais insister sur un point qui est peut-être encore plus important pour les mobilités des marchandises que pour les mobilités des personnes. C'est le lien absolu entre les questions de stock et de flux. C'est-à-dire qu'il faut parler à la fois aménagement du territoire, urbanisme, documents d'urbanisme ou d'aménagement, etc. et transport, évidemment, transport au pluriel, dans leurs différents modes. Bon. Et c'est ce que j'évoquais à propos, en particulier, des entrepôts. Alors, nous avons trois axes qui, en fait, sont trois M. Voilà, on a choisi un moyen mnémotechnique. Le premier, c'est en fait ce qui se passe dans la partie immobile des chaînes de mobilité des marchandises, c'est-à-dire les lieux d'entreposage, c'est-à-dire les lieux de stockage, de déstockage, de groupage, de dégroupage, pour arriver finalement depuis les ports, hein, parce qu'il y a beaucoup de marchandises, nous sommes un pays importateur, il y a beaucoup de marchandises qui viennent de l'étranger, pour arriver finalement aux consignes dans un certain nombre de points de retrait de logistique urbaine, par exemple. Et donc là, le sujet, c'est vraiment une planification de ces espaces de stockage, surtout dans le contexte du zéro artificialisation nette, bon, qui crée une concurrence entre les différents usages du sol, et évidemment tous les développeurs de construction sont dans cette concurrence. Et pourquoi est-ce que nous parlons de planification? Parce que comme je le laissais entendre, évidemment, des entrepôts trop loin, eh ben, ça va faire davantage finalement de camions circulant sur des routes et encore trop souvent aujourd'hui en diesel. Et donc ce maillage, il est prévu depuis la loi climat et résilience qui soit introduit dans les STRADET, le maillage logistique. On est un peu en panne d'outils, il faut bien dire, à la fois outils sur les données, vous en avez parlé à propos des données locales, et puis d'outils juridico-politiques. Bon, mais c'est prévu par la loi et il faut que l'on, bien sûr, aide, accompagne, nous, en tant que secteur privé, les élus dans leur travail de déclinaison au niveau ensuite des SCOT, des PLU et des différents documents d'urbanisme. Donc voilà, le premier M, c'est le maillage, en prime, bien entendu, sur ces lieux de stockage, le développement du photovoltaïque qui est maintenant une vraie dynamique dans les flux et des engagements qui ont été pris vis-à-vis du gouvernement sur la biodiversité, de même que sur l'amélioration des conditions de travail. Le premier M, maillon. Le deuxième, c'est la massification.
Alors, la massification, on pense bien sûr d'emblée au transfert modal vers en particulier le chemin de fer et la voie d'eau. Dans le cas du chemin de fer, une grande ambition nationale que je partage, que nous partageons, vous connaissez certains d'entre vous mon passé ferroviaire, c'est donc de doubler, c'est-à-dire de faire passer à grosso modo 18% la part modale du chemin de fer. Et pour la voie d'eau, c'est la faire passer à 2%. Et dans les deux cas, c'est extrêmement ambitieux. Dans le cas du ferroviaire, en fait, ce qui pénalise aujourd'hui le développement du ferroviaire, c'est l'absence de sillons. Vous savez, c'est cette place, ces créneaux espace-temps, en quelque sorte, sur le réseau, qui est de plus en plus, j'allais dire encombré, utilisé au bénéfice des voyageurs, et c'est normal qu'il ait la priorité. Et puis, il y a tous ces travaux qui également contribuent à la saturation du réseau. Donc, il n'y a pas de beaucoup de sillons disponibles pour les trains de marchandises. Bon, mais voilà, espérons que ça va se développer, de même que la voie d'eau qui, elle, n'est pas saturée. Et bon. Alors, tout à l'heure, Édouard Reynaud, à propos des cars express, rappelait les créneaux de pertinence des différents modes. Bon. Le ferroviaire, c'est bien, en termes de marchandises, pour des centaines de kilomètres et des centaines de tonnes. Voilà. Le vélo, et merci beaucoup d'avoir, Audrey Gatian, cité la cyclo-logistique, qui sont un peu les petits derniers dans le secteur, mais que j'ai accueillis avec beaucoup de plaisir. La cyclo-logistique, c'est pour quelques kilomètres, bon, et quelques dizaines de kilos, hein, en particulier si on pense aux conditions de travail. Bon, voilà. Et entre les deux, si je puis dire, hein, les 400 km, 400 tonnes et les 10 km, dizaines de kilos, eh ben, il y a toute la gamme de ces transports routiers. Mais la massification, c'est aussi mieux remplir les entrepôts, mieux remplir les camions. Et pour ça, comme l'a dit Madame Coville, c'est essentiel de disposer de données et de travailler sur la mutualisation des différents mètres carrés, mètres cubes, mobiles ou immobiles, qui contribuent à l'efficacité économique, écologique. En fait, ça va ensemble. Hein. En l'occurrence, il n'y a pas de différence entre économie et écologie dans les chaînes de transport. Donc, report modal autant qu'on le pourra, mais avec cette contrainte, hein, c'est que même si on réussissait ces deux ambitions magnifiques pour le fluvial et pour le ferroviaire, on resterait encore sur 30% de camions, sur 80%, pardon, en camions. Et troisième M, mais je tiens à le mettre simplement en 3, un petit peu comme ça a été fait tout à l'heure par Édouard Reynaud sur les cas, ce sont les motorisations. Alors, les motorisations, on est à peu près comme l'était l'automobile il y a 10 ans. Bon, c'est pas scientifique ce que je vous dis. Bon. C'est-à-dire qu'on commence à entrevoir que oui, sans doute, c'est l'électrification qui va être le chemin. Peut-être un peu d'hydrogène, mais surtout de la batterie, dont on espère qu'elle ne sera pas exclusivement chinoise. Enfin bon, ça c'était petite parenthèse. Bon, avec d'énormes problèmes de raccordement au réseau, pour les camions en itinérance et pour les camions en dépôt, avec des questions de capacité du réseau électrique dans certains endroits, avec des questions de capacité en terrain, hein, puisqu'il va falloir beaucoup plus de place pour charger une batterie que pour faire un plein de diesel ou d'essence. Bon. Et puis, comme ça a été dit pour les transports collectifs de voyageurs, un mix énergétique, effectivement, le gaz comme énergie de transition, ou les gaz comme énergie au pluriel de transition. Et puis, il va falloir du temps. Donc, il y a 400 000 camions qui circulent en France. Les immatriculations, c'est grosso modo 40 000 par an. Bon, la production, c'est quelques milliers. Et les aides, quelques centaines. Donc, on voit bien qu'on est sur un chemin qui va être long et qui n'est pas encore complètement arrêté, même si
voilà, le chemin, petit à petit, grâce à la stratégie nationale bas carbone et à d'autres travaux de planification dans le temps, etc., la coopération entre les différents acteurs, si tout ça, on voit bien où ça va, mais c'est quand même pas facile non plus. Hein, voilà. Je terminerai par quelques mots sur la logistique urbaine. Mais, enfin, il se trouve que Isabelle Coville a tout dit. Enfin bon, quand même. Hein, bon. Dans cette optique globale, la logistique urbaine, pardonnez-moi à toutes les deux, mesdames les élus, c'est un peu la partie émergée pour beaucoup d'élus de l'activité logistique. Bon, vous avez le port de Marseille, et Dieu sait qu'il est important, et j'espère qu'il le deviendra de plus en plus. On en a besoin, y compris pour massifier, y compris pour faire du ferroviaire, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas encore tout à fait à la hauteur. Bon. Ce qui est très intéressant dans la logistique urbaine, c'est que ça a fait apparaître de manière très compréhensible par les citoyens, par les élus, etc., les grands enjeux dont j'ai parlé. Des enjeux de transversalité. Comme vous l'avez dit, il faut faire travailler ensemble les gens qui s'occupent de commerce, de l'hôtellerie-restauration, pourquoi pas du tourisme, du stationnement qui est un enjeu mais considérable, des circulations, des horaires sur les ZFE, passons, point de suspension, etc., etc. Et côté privé, c'est pareil. Il y a les hôteliers restaurateurs, il y a les artisans, les plombiers, les pharmaciens, le directeur de l'hôpital, les patrons des cantines, enfin bref. Beaucoup de transversalité et de transversalité publique privée. Et puis je voudrais insister surtout ici dans cette ambiance d'innovation sur la question des données. Bon. Il y a d'autres villes européennes que les villes françaises, je pense à Barcelone, à Bruxelles ou à Londres, dans lesquelles on dispose beaucoup plus facilement de données. Alors, aussi curieux que ça puisse paraître, je l'avais fait apparaître dans un rapport il y a 2 ans sur le sujet. Bon, même les données publiques ne sont pas forcément toujours accessibles. Par exemple, les horaires de livraison. Vous imaginez comme c'est simple, comme c'est efficace en termes économiques, en termes écologiques. Bon. Donc, données publiques et évidemment données privées. Avec un certain nombre de réticences, il ne faut pas se le cacher, de la part des clients, de la part des commerçants, par exemple, d'une rue commerçante, à mettre ensemble leurs données pour des raisons de concurrence. Donc c'est pas forcément si simple, mais je pense que par exemple au congrès international de la logistique qui a lieu mi-mars, et CITL, on verra de nouvelles innovations, mais les innovations elles doivent pas simplement être technologiques, elles doivent être aussi dans l'organisation et dans la construction d'architecture qui donne confiance aux acteurs pour partager leurs données, parce qu'on est dans un monde totalement concurrentiel, totalement B2B, avec un tout petit peu de B2C quand même à la fin, c'est vous ou moi quand vous commandez quelque chose. Bon. Donc transversalité, transparence sur les données. Et puis pour terminer, je voudrais dire qu'on est à la conjonction de beaucoup de phénomènes dans la société. Beaucoup de phénomènes, la production, la consommation, les évolutions multicanales du commerce, etc. etc. Bon. Et quand on essaie de se projeter sur l'avenir, il y a en fait 2 tendances. Une tendance qui est celle de la sobriété, une consommation plus responsable, des emballages plus petits, le recyclage qui va également, qui va nécessiter beaucoup de logistique. C'est absolument formidable de voir par exemple les entrepôts d'Emmaüs, c'est parmi c'est assez spectaculaire. Quoi. Bon. Donc ça va plutôt dans moins de logistique et une logistique différente. Bon. Et puis les études les plus sérieuses qu'on a en Allemagne, en France et avec des comparaisons italiennes vont plutôt dans l'autre sens. Pourquoi ? C'est la réindustrialisation. Parce que réindustrialiser, ça veut dire davantage de flux sur le sol français. Ça veut dire moins d'importation de minerais et davantage de recyclage de ferraille. Et ça, ce sont des travaux qui sont menés par les administrations et par les différentes filières industrielles, la construction, l'agroalimentaire, etc., etc. Et donc, on voit bien quand on réfléchit à ces 2 tendances qui ont besoin d'être documentées. Je disais qu'au début, c'était pas le secteur le mieux connu des mobilités. On voit bien que de toute façon, il va falloir continuer à s'adapter
s'adapter, à utiliser toutes les innovations disponibles, mais beaucoup d'innovations aussi en matière d'urbanisme, par exemple utilisation des friches. Bon, le problème des friches, c'est que celles qui sont bien situées, elles ont déjà été utilisées. Bon. Développer l'intermodalité, puisque les marchandises, elles ne peuvent pas faire les derniers pas à pied, hein, donc, et elles ne se téléportent pas, elles ne télétravaillent pas. Bon. Donc l'intermodalité pour arriver éventuellement par train, gros camions, camionnettes, bon, qui utilisent davantage d'espace public et qui sont globalement moins économes en CO2, bon, mais qui sont souvent pratiques et préférées par les élus, la cyclo-logistique, et puis finalement, éventuellement la livraison au domicile du dernier client ou au domicile, si je puis dire, du restaurateur. Bon, voilà. Donc ces tendances, ça va nécessiter beaucoup d'adaptation, beaucoup d'amélioration de la gouvernance et aussi beaucoup, je dirais, de solidarité entre les territoires et de solidarité entre les différents acteurs. Parce que sur la logistique urbaine, on voit bien qu'il s'agit de desservir son territoire. Et donc, voilà, on peut trouver des arrangements, des compromis, des gagnants-gagnants, etc. Lorsqu'il s'agit de desservir l'industrie française, lorsqu'il s'agit de permettre le développement de toutes les formes de commerce et également des nouvelles formes d'énergie, etc. Bon, où va-t-on stocker les pales d'éoliennes dans la réindustrialisation verte? Enfin, tout ce genre de choses, ça m'avait mérité beaucoup de solidarité et donc des planifications, mot auquel je tiens, qui sont à la fois régionales, locales et pour une large partie nationales. Elles sont en relation avec le type de société que nous voulons. Merci beaucoup.